Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc nous continuons notre cours sur la vie sexuelle humaine. Et nous allons d'ailleurs terminer notre parcours sur la sexualité humaine avec la métamorphose de la puberté. C'est le sujet donc que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, attendez, je me mets en place. Donc, la métamorphose de la puberté. Donc, ce dont nous nous rappelons. Donc, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en général, non, cette puberté, nous avons des souvenirs de notre puberté. Bonsoir, Cyrielle. Donc Freud va nous raconter, va nous dire donc effectivement qu'à l'arrivée de la puberté, il y a les premières transformations de cette transformation de la vie sexuelle infantile qui vont donc passer à une constitution définitive normale. Bonsoir Pascal. Et donc le sujet va devoir s'éloigner de cette vie infantile, de cet auto-érotisme, pour trouver un objet sexuel. Et on a vu que pendant donc toute cette période de auto-érotisme, en fait, les pulsions de la vie du sujet, c'était des pulsions partielles, puisqu'on avait vu qu'il s'agissait, bonsoir Marielle, il s'agissait de ces pulsions, de la pulsion orale, de la pulsion anale, et de la pulsion de scopique, la pulsion scopique et l'autre, donc c'était de regarder, de se montrer, d'écouter et de parler. Donc, ce sont les différentes pulsions et des zones érogènes, et va nous dire Freud. D'accord? Donc, mais tout ça, pendant la sexualité infantile, ils avaient cette particularité qu'ils étaient indépendants les unes des autres, et que chaque pulsion cherchait son plaisir, non? Plaisir déterminé. Et donc maintenant, à l'époque de on va dire donc à l'époque de la puberté, toutes ces pulsions vont devoir se réunir pour chercher une nouvelle satisfaction, une satisfaction dans la zone génitale qui doit, on va dire, d'une certaine façon, prendre le dessus et donc gagner de l'importance sur les autres. Et cette nouvelle satisfaction va déterminer des fonctions différentes pour chacun des deux sexes. D'accord? C'est-à-dire que l'évolution chez la femme, comme on avait vu déjà l'autre fois, et chez l'homme, vont diverger, elles vont être différentes. Et donc, il y a ce moment, donc on avait vu que cette sexualité infantile, elle avait dû donc se réprimer et transformer ces objets sexuels en objets de tendresse. Non? On avait vu en objet de tendresse. Et en objet de tendresse, que ces premiers objets amoureux vont se transformer donc vont transformer leur objectif qu'ils avaient donc dans la vie infantile, où le petit garçon voulait se marier avec maman, etc. Que tout ça, ça va se transformer, ces sentiments, et les sentiments aussi. C'est-à-dire qu'on va oublier ces désirs sexuels, que le sujet va oublier les désirs sexuels qu'il avait vis-à-vis de ses parents pour les transformer en des relations de tendresse, d'amour sans excitation sexuelle. Et donc ça va permettre, non, parce que d'avoir réprimé donc cette sexualité vis-à-vis de ses premiers amours, ça va permettre l'ouverture au monde, on va dire, aller chercher, donc l'homme va aller chercher un objet extérieur à la famille et la femme va faire la même chose. Non? Et donc cette nouvelle sexualité, elle va être aussi
elle va donc avoir, bonsoir Arturo, elle va donc, bonsoir Carinette, elle va donc chercher, non, cette nouvelle sexualité, elle va donc chercher, elle va avoir un nouvel objectif, on va dire, puisqu'il va s'agir de la décharge des produits sexuels, et qui avant simplement cherchait un plaisir. Maintenant, vis-à-vis de ce plaisir qu'on va appeler là le plaisir préliminaire, qui est dans la vie adulte, ce plaisir sexuel va se transformer en plaisir préliminaire, va devoir pouvoir arriver jusqu'à ce qu'on appelle le plaisir maximum. Donc il dit que la pulsion sexuelle aujourd'hui, elle est au service de la fonction de la reproduction, c'est-à-dire que non, tout chez le sujet va permettre cette reproduction. Il va y avoir la production, l'érection, la production de sperme et la lubrication chez la femme pour permettre la possible grossesse, on va dire. Et donc il dit qu'à chaque fois que dans l'organisme doit s'établir de nouvelles synthèses, de nouvelles connexions pour former un mécanisme compliqué, il existe le danger de souffrir des perturbations. Non, et que toutes ces perturbations donc peuvent provoquer des inhibitions. Non, bonsoir May. Donc des inhibitions dans le développement. Nous devons savoir, et ça c'est très important, que l'espèce animale, l'espèce humaine, l'espèce animale, elle, face au sujet psychique, est beaucoup plus forte. D'accord? C'est-à-dire que c'est cet animal qui domine, qu'on ne peut pas faire comme si nous étions seulement un appareil psychique, que nous sommes uniquement humains, que non, que nous avons aussi cet animal, et cet animal qui a et qui réclame sa part du gâteau, on va dire. Khaled, bonsoir. Donc, on va voir que ces parties génitales, donc, vont se mettre au service de l'espèce animale, au service de la reproduction. Et donc, il va nous parler d'une chose qui est très intéressante. Il va nous parler de, nous savons que comment ça s'appelle, que notre appareil, non, notre appareil psychique, en fait, ce qu'il va chercher toujours, c'est un des principes qui domine cet appareil psychique, c'est toujours essayer d'éviter le déplaisir. C'est-à-dire de faire diminuer, parce que le déplaisir, en fait, il arrive à chaque fois qu'il a une augmentation de tension. Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation de tension, il va chercher à satisfaire, donc à décharger cette tension pour obtenir une satisfaction. Et cette augmentation de tension produit un déplaisir. Et donc lui, il nous a parlé de ça, d'accord, et il dit que avec le caractère de la tension, de l'excitation sexuelle, se présente le problème et pour voir comment on va comprendre ces processus de ce qu'on appelle, ce que Freud nous présente comme un déplaisir, alors qu'on pense que l'activité sexuelle, ça provoque toujours un plaisir. Et donc, d'ailleurs, il va préciser, il va dire qu'il a été critiqué de présenter ces idées-là, mais lui, il dit qu'il maintient cette idée, c'est-à-dire que pour qu'il y ait pour que l'activité sexuelle arrive jusqu'au bout, à l'orgasme, à la satisfaction, et il dit que en fait, il doit passer obligatoirement par une phase de déplaisir. Donc il dit comment on peut comprendre, comment on va accepter que cette tension déplaisante, en fait, cette tension de déplaisir avec la sensation de plaisir de l'excitation sexuelle. Il dit comment on va Boshra, bonsoir. Comment on va comprendre, non? Comment on peut comprendre ce phénomène? Il dit bon, alors on va essayer de considérer premièrement que les zones érogènes, non, elles vont être soumises à un nouvel ordre. Elles ne sont plus comme dans la sexualité infantile où elles étaient facilement, on va dire, satisfaites. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouvel ordre de choses avec l'initiation de l'excitation sexuelle, non, qui a un rôle très important. Et donc, il va dire, premièrement, il dit que les yeux, non, la vue, les yeux forment une zone érogène qui est éloignée de l'objet.
mais qui fait partie des stimulations, on va dire, des stimulations pour commencer le développement de l'excitation sexuelle. Et il dit que donc l'excitation peut commencer donc par la vue, non? Après, elle peut s'ajouter les attouchements, non? Et il dit qu'il y arrive un moment où l'attention, donc à chaque fois qu'il y a une approche, disons, à l'objet, à chaque fois cette tension sexuelle qui augmente, il arrive un moment où il y a une sensation de déplaisir. Et il dit qu'il est clairement perceptible quand justement on voit qu'on n'a pas la possibilité de produire un nouveau plaisir. Parce qu'en fait, il dit que en fait, ces plaisirs préliminaires, un petit peu comme à l'époque de la sexualité infantile, parce qu'il dit que les plaisirs préliminaires à l'acte sexuel sont des pulsions partielles et qui donc donnent des satisfactions, une excitation et une satisfaction. Mais il dit en fait que le problème, c'est que quand le plaisir préliminaire expérimenté, non? Donc il doit faire surgir le besoin d'un plaisir plus important pour continuer l'acte sexuel, non? Et donc il dit qu'il a besoin donc d'une augmentation, que cette énergie, non? Cette énergie doit continuer pour pouvoir arriver à réaliser l'acte sexuel, on va dire, pour réaliser l'acte sexuel. Donc cette énergie doit augmenter, c'est-à-dire que cette tension, lui, il va nous expliquer que cette tension, cette sensation de déplaisir, en fait, elle doit provoquer d'aller chercher, non, une augmentation du plaisir, un nouveau plaisir jusqu'à la réalisation de l'acte. D'accord, très bien, Zéline. Et en fait, ce qu'il va nous parler, donc lui, il va nous parler des dangers du plaisir préliminaire. Et quand il va nous parler du danger des plaisirs préliminaires, il dit qu'en fait, il existe un danger dans le sens où il y apparaît un moment où dans le processus sexuel, dans les processus sexuels préparatoires, il y a un plaisir préliminaire tellement grand que sa partie de tension est trop petite. Donc la tension n'augmente pas pour aller chercher plus, sinon qu'il reste satisfait, non, qu'il se satisfait dans le plaisir préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de tension pour continuer l'acte. Non, c'est ce dont il nous avait parlé quand on parlait des comment ça s'appelle, des perversions. Non, où il va dire que donc justement on n'arrive pas à la fin de l'acte, on reste sur des plaisirs préliminaires, et quand il parle de plaisirs préliminaires, il fait toujours référence à des plaisirs infantiles. D'accord? Et donc, le chemin pour l'obtention de ce plaisir, en fait, ce chemin, il est interrompu, non? Et il est remplacé par comme si c'était la fin de l'acte sexuel, non? On va dire que c'est ce qui va empêcher, en fait. Donc il nous explique, et c'est très intéressant, que il va dire que ça vient du fait que dans l'enfance, il y a une grande satisfaction sur les plaisirs préliminaires. Et donc, il y a une sorte de régression à l'enfance, d'accord? Il y a une régression à l'enfance qui provoque cette détention et qui ne permet pas la continuation, on va dire, la continuation de l'acte sexuel, non? Et donc, il dit que donc de nombreuses perversions sont en fait, non, la représentation de cette détention dans les actes préparatoires du processus sexuel. Il dit qu'il correspond tout à fait donc aux années infantiles, à la sexualité infantile, où il se passait exactement la même chose. Il dit que si, au départ, on a tendance à exagérer les différences entre la vie sexuelle infantile et la vie sexuelle de l'adulte, il dit qu'il faut rectifier ces exagérations, que les manifestations infantiles de la sexualité ne déterminent pas seulement les détentions,
mais aussi qui vont déterminer la structure normale de la vie sexuelle de l'adulte. Ensuite, il va nous parler de la différence du processus, donc dans cette métamorphose de la puberté, entre l'homme et la femme. Et, et en fait, donc il va nous dire que les développements, comme on avait parlé de ces barrages sexuels, quand on parlait de la pudeur, de la honte, de la répugnance, de la compassion, de la morale, que ces barrages sexuels, il va nous expliquer qu'ils s'installent plus tôt chez la petite fille et qui trouvent une résistance, et que la petite fille se voit avec une résistance plus importante, parce qu'en fait ces barrages, c'est donc pour empêcher, en général les barrages ils sont faits pour empêcher de revenir aux objets incestueux, mais ils vont aussi intervenir comme barrage, comme résistance à la réalisation de l'acte sexuel. Et il dit que les petites filles en général, ils sont beaucoup plus, elles ont plus tendance à réprimer la sexualité à cause des pulsions partielles. D'accord, c'est-à-dire qu'elles tombent, elles choisissent plus facilement la satisfaction dans la pulsion partielle. Et en plus, il explique que dans ces pulsions partielles, comme on avait vu, de chaque pulsion partielle, il y a une position active et une position active et une position passive, et que la petite fille a tendance à choisir de préférence la forme passive. C'est-à-dire que de l'activité auto-érotique qui était semblable autant chez le petit garçon que chez la petite fille, d'accord, c'est-à-dire que lui, il avait son pénis et elle avait son clitoris, en fait, et que il y avait donc ces manifestations de masturbation autant chez l'un que chez l'autre. Et ensuite, il va nous parler d'une chose qui est très intéressante, parce qu'il dit que donc, dans l'appareil psychique, comme on l'avait déjà dit, dans l'appareil psychique et dans l'enfance surtout, il n'existe pas de différence entre le petit garçon et la petite fille, d'accord, chez l'un comme chez l'autre. Tout le monde a un pénis. Après, il y a l'autre phase dont on avait déjà parlé, qui faisait référence au le fait que elle a été castrée, alors que lui non, qu'elle avait donc on va dire qu'elle elle s'était trop touchée, on va dire, elle s'était trop masturbée, donc c'est pour ça elle était passée par la castration. Et il va nous donner donc un élément qui est intéressant, il va nous parler de la libido comme l'énergie sexuelle, comme la pulsion sexuelle, et il va dire que cette libido est de nature masculine. Qu'elle apparaisse chez l'homme ou chez la femme, elle est de nature masculine. D'accord ? Indépendamment de son objet. Il dit une chose donc qui est importante de voir, il dit pour pouvoir comprendre ces processus, il faut toujours prendre en compte que le sujet est à la base bisexuel. D'accord ? Et que sinon, si on ne prend pas à la base cette possibilité de l'être humain, de cette bisexualité, on ne va pas pouvoir comprendre ces manifestations qui sont, qu'on va pouvoir observer chez l'homme et chez la femme. Et donc il va nous expliquer que chez la petite fille, comme on avait vu, il va falloir qu'il y ait une transformation, c'est-à-dire que cette zone érogène qui dirigeait toute sa sexualité, qui était à partir du clitoris, elle va devoir donc se déplacer jusqu'au vagin. Et en fait, il va nous dire qu'il y a, en fait, ce qui va se passer normalement chez la petite fille, c'est que cette zone érogène du clitoris va, il explique, enflammer, on va dire, et bonsoir Liazine, en fait, il va développer une excitation dans toute la zone sexuelle de son sexe pour réveiller, on va dire, d'une certaine façon, le vagin, pour lubriquer le vagin. Et donc il va nous dire que qu'on le voit d'une façon, on dit en psychanalyse, on parle, donc on ne parle pas de masculin et de féminin, sinon qu'on parle d'une pulsion, de la pulsion, donc la libido qui est toujours active, mais que par rapport à cette pulsion, on peut prendre une position masculine ou une position, d'activité ou de passivité. Et il dit que ce soit dans le sens au niveau biologique ou au niveau sociologique,
il dit que dans tous les cas, non, quand on veut voir, parce qu'il dit on peut faire la différence sexuelle au niveau biologique, au niveau psychologique et au niveau sociologique, et il dit que dans tous les cas, cette différence sexuelle n'est jamais complètement marquée, ni au niveau de la biologie, ni au niveau de la psychologie, et ni au niveau de la sociologie. C'est pour ça qu'il dit que nous, on parle d'une libido masculine. Parce qu'en fait, la pulsion, elle est toujours active. La pulsion est toujours active, même si après, on choisit la position passive. Mais que même la position passive, et ça c'est intéressant, que même la position passive, elle a besoin d'une activité pour se maintenir dans la passivité. D'accord ? Et donc, il va nous dire qu'on ne peut pas trouver chez aucun être humain, on ne peut trouver d'être humain, d'homme complètement homme ou de femme complètement femme, sinon qu'on est toujours une chose et l'autre. Donc, on avait vu, vous vous rappelez qu'on avait vu que dans la petite enfance, ce qui vont se constituer, ce que l'enfant va apprendre, c'est la différence entre le papa et la maman. Et au moment de la puberté, ce qu'il va devoir donc apprendre, c'est la différence entre l'homme et la femme. D'accord ? Que la femme va devoir se faire comme femme et que l'homme va devoir se faire comme homme. Mais qu'en fait, chacun va devoir faire, que l'homme va devoir faire sa position féminine et sa position masculine, et que la femme va faire sa position féminine et sa position masculine. Hein ? Et donc, il dit que tout être humain présente un mélange des caractères sexuels biologiques avec celui du sexe contraire, et que au niveau psychologique, c'est la même chose, et au niveau sociologique, c'est la même chose. Et donc, il va dire que si on veut comprendre l'évolution qui va transformer la petite fille en femme, il faut suivre en fait le parcours de l'excitabilité de son clitoris. D'accord ? Donc, comme je disais, où en fait, l'excitation de son clitoris, en fait, elle doit enflammer, d'une certaine façon, toute la zone génitale. Et en fait, il dit que, donc, comme on avait vu la fois dernière, que chez la petite fille, il y a dans ce processus un moment où elle peut réprimer, quand elle va, non, elle va d'une certaine façon mépriser son clitoris, dans le sens où il est beaucoup plus petit que celui du garçon, donc elle va avoir un certain mépris sur ça, sur cette situation, et donc elle va renoncer directement, parce que lui, il parle donc au début qu'il y a une sexualité masculine autant chez la petite fille que chez le petit garçon, non, puisque chacun en fait a son pénis, elle avec un clitoris plus petit, mais qui lui aussi peut, non, avec l'excitation peut grandir. Et donc, il va dire que cette petite fille, elle peut renoncer à cette sexualité masculine, et renoncer à cette sexualité masculine, ça veut dire la réprimer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va, que ça va transposer sur sa zone clitoridienne, sur le clitoris, qui va devenir complètement anesthésique. D'accord ? Et donc, elle renonce à transmettre cette excitabilité, donc à toute cette zone génitale, d'accord ? Et donc, elle peut tomber dans une frigidité qui est assez courante chez les femmes. Par contre, si elle, quand cette excitabilité se transfère, on va dire, enflamme toute la zone génitale, c'est là où il y a la possibilité donc de l'entrée au vagin, de l'entrée à la relation sexuelle, non ? Alors que pour le petit garçon et pour l'homme, non, c'est toujours la même zone. C'est toujours, disons que simplement, c'est une zone qui va aussi, c'est la même zone. Il n'y a pas de transformation, non, il n'y a pas de changement. C'est la même zone qui va grandir et qui va obtenir de nouvelles fonctions. La femme, elle renonce, Stéphanie, parce qu'elle trouve que son clitoris, il est vraiment trop petit, que ça vaut pas la peine. Non, qu'elle trouve que vraiment c'est nul, quoi, un petit truc comme ça. Donc elle préfère renoncer parce qu'elle trouve que c'est ridicule ce truc-là, parce qu'elle le compare. Elle renonce parce qu'elle compare, parce qu'elle n'est pas capable de voir que c'est quelque chose de différent.
d'accord? Parce que tant qu'elle ne voit pas que c'est quelque chose de différent, elle le compare, et comme c'est tout petit, ben, elle renonce à ça. Cette bipolarité peut-elle expliquer l'homosexualité due à un désir réprimé ou ça n'a aucun lien? C'est pas une bipolarité, non. Ouais, non, cette bipolarité c'est la bisexualité, non? C'est la bisexualité et Clissie, non? C'est la bisexualité. Donc effectivement, très souvent, il y a un désir qui est réprimé, donc un désir pour le sexe opposé ou un désir pour l'autre sexe qui est réprimé, qui va permettre donc la sélection de l'objet. C'est ce qu'on va voir là comme maintenant, non? Et Et donc il dit qu'il va dire et comment ils vont faire donc comment il va faire ce jeune pour trouver l'objet pour satisfaire, non, parce que William, ben pas toujours parce que les femmes des fois elles sont frigides toute leur vie, d'accord? La frigidité c'est quelque chose qui est très courant pour la femme. Et donc, parce qu'on dit qu'en fait, la femme, elle est capable d'une certaine façon, de vivre du plaisir du plaisir de l'homme. En fait, que le fait que, par exemple, que l'homme être impuissant, ne pas avoir d'érection, c'est un drame pour l'homme, alors que pour la femme, être frigide, c'est pas vraiment un drame. C'est-à-dire que elle le vit beaucoup mieux que l'homme parce qu'en fait, elle a une satisfaction avec la jouissance de l'homme. D'accord? Donc, c'est une position, c'est pour ça que c'est une position qui est différente entre l'un et l'autre. Et ensuite, il va nous dire que mais c'est vrai que, vous avez raison William, c'est vrai qu'elle renonce jusqu'au jour où elle se décide, non? Ou à prendre du plaisir, où elle accepte je veux dire, parce que le plaisir, bon ça c'est autre chose, non? Parce que on parle pas seulement de la puberté, sinon de la femme en général, que la femme quand elle décide de donner son plaisir à l'homme, parce qu'en fait, quand on jouit, c'est quelque chose aussi, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est pas seulement un cadeau qu'on se fait à soi-même, non, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre d'une certaine façon, en lui disant merci, tu as participé à cette possibilité pour moi, donc c'est quelque chose, non, qu'elle doit quelque chose. Et puis malgré tout, elle peut procréer, bien sûr, elle peut procréer. La femme, elle est capable, elle le fait depuis 5000 ans, Stéphanie, de procréer. Et j'imagine que la procréation n'a pas besoin de plaisir. Je suis d'accord avec toi car on a toujours formaté les femmes à satisfaire d'abord leur mari alors que je pense que de nos jours, il faut que ce soit 50-50. Ben, disons que la femme, mais après on ne peut pas non plus ni obliger une femme à jouir, non, que je veux dire que c'est un processus que elle doit décider. C'est une situation où elle doit voir quel chemin elle va prendre pour sa propre sexualité. Parce que je vous dis, il y a des femmes qui sont restées frigides toute leur vie, ou qui restent frigides toute leur vie, ou c'est quelque chose où elles vont dire non, moi ça ne m'intéresse pas. D'accord? Et donc elles ne vont pas connaître le plaisir de la sexualité, ou elles vont le connaître, mais à travers l'homme. D'accord? Donc, mais c'est elle qui doit choisir, ce que je veux dire, William, que c'est pas quelque chose, non, qu'elles sont formatées, c'est pas exactement formaté, mais disons qu'effectivement elles ont été éduquées pour dire, elle doit satisfaire, elle doit s'occuper de son mari, mais et pas s'occuper de son propre désir. Mais ce que dit Freud ici, il nous dit que ce n'est pas simplement quelque chose de l'éducation, d'accord, sinon que c'est quelque chose de la constitution de la petite fille. C'est-à-dire que c'est la constitution de la petite fille parce qu'elle renonce à ce clitoris, parce qu'il est trop petit. Je veux dire que c'est pour ça que c'est quelque chose, non, on va parler de ces conséquences. Il y a un texte de Freud qui s'appelle Les conséquences de la situation anatomique. Donc c'est pas quelque chose de l'éducation seulement, non, que c'est quelque chose. Et en plus, après, on va voir que très souvent dans la sexualité adulte, quand une femme a la capacité de jouir, une femme a la capacité de jouir beaucoup plus que l'homme.
d'accord? Et donc, ça, c'est une situation aussi qui, socialement, n'est pas facile à vivre, ni pour elle, ni pour lui. Non, parce qu'en fait, elle déborde de cette possibilité de jouissance, et lui, il doit pouvoir, non, parce que c'est un, je veux dire que la femme a la possibilité d'avoir de multiples orgasmes, alors que l'homme, non. Donc, face à cette situation-là, c'est lui qui dit qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, très souvent, ce qui se passe dans une relation, bah, très souvent, non, pas obligatoirement, mais disons, bon, c'est plus habituel, c'est que l'homme, ce qu'il va faire, même quand il a découvert une femme qui savait jouir au niveau de ses relations, bah, il va la réprimer d'une façon inconsciente. Il va petit à petit la réprimer pour qu'elle abandonne, on va dire, ce désir qu'elle avait parce que face à la jouissance, face à la possibilité de jouissance de la femme, l'homme il est perdu, il est perdu, il sait pas faire face à ça, et donc il la réprime ou il l'abandonne ou non, que c'est une chose. Je veux dire, la jouissance de l'homme et celle de la femme ne sont pas équivalentes. Non, exactement, car elles ne sont pas équivalentes du tout. D'accord? On dit que la femme a beaucoup plus de facilité à la jouissance que l'homme, ce qui paraît contradictoire. Mais pourtant, parce que si elle ne va pas jouir, parce que jouir, c'est pas simplement dans les relations sexuelles. Jouir, c'est dans la vie. Je veux dire que c'est quelque chose, la jouissance, elle peut arriver dans la vie, autant dans la culture, autant dans la cuisine. Il y a des femmes qui sont heureuses d'être dans la cuisine et elles ont une certaine jouissance à s'occuper de la cuisine, de la maison et tout ça, et elles ont des satisfactions avec ça. D'accord? Donc il y a de multiples manières pour l'homme comme pour la femme de jouir, mais que la femme, elle a une plus grande facilité, parce que ce qu'on va voir, vous vous rappelez qu'on avait vu que en fait, cette jouissance, elle peut se faire, on va dire, que cette jouissance, elle n'est pas toujours consciente. Je veux dire, parce qu'il y a des femmes qui jouissent dans la cuisine, mais qui ne veulent pas le reconnaître. Non, qui jouissent quand elles s'occupent de la maison, qu'elles sont contentes quand tout brille, etc., mais qu'elles ne veulent pas le reconnaître, par exemple. Non? Et donc, on parlait de cette situation donc de l'adolescent qui doit choisir non son objet, et donc il dit que rappelons-nous que la primitive satisfaction sexuelle de l'enfant, non, son premier objet d'amour, c'était lié à l'absorption des aliments, c'est-à-dire avec le sein maternel. D'accord? Et le sein maternel, c'est le premier objet sexuel extérieur au corps de l'enfant, non? Qui ensuite va disparaître. D'accord? Donc là aussi, c'est pour ça que quelque part, que c'est un détachement de la part de l'enfant qui est assez fort. Et donc ce sein, donc qu'il va perdre, d'accord? Mais ce sein est représentatif parce qu'en fait, il représente la mère, non? Et Freud directement, il va nous dire que l'objet, d'accord, la sélection de l'objet chez l'être humain, c'est toujours un retour au passé. C'est toujours en relation avec ce premier objet, c'est-à-dire avec la maman. D'accord? Et parce qu'en fait, il va dire que cet objet, qu'il va toujours revenir au passé, non, avec quelque chose, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il va chercher, on va dire, le bonheur perdu. Le bonheur perdu qui était le sein maternel. D'accord? Donc, pendant l'époque de latence, donc après la répression, pendant l'époque de latence, où donc l'enfant a déjà transformé ses relations, cet amour passionnel qu'il avait pour ses parents, il l'a donc transformé en tendresse, non? Et donc c'est à ce moment-là, il va commencer à aimer, non? À aimer ses parents. Il va commencer donc à les aimer, à apprendre à les aimer, donc plus avec ses désirs sexuels qui ont été réprimés, qui sont toujours là, mais de façon réprimée. Et il va commencer à aimer de la même façon, donc parce que ça c'est un apprentissage aussi, aimer, non? Et Cyrielle, si Pélo compenser, parce qu'en fait, ce que nous dit Freud, il dit que l'espèce animale, non, est plus forte que notre sujet psychique. Alors c'est vrai que le sujet psychique, il peut trouver d'autres types de jouissances, mais il ne peut pas compenser. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer qu'il y a une énergie sexuelle
qui doit se satisfaire dans la génitalité. D'accord? C'est une énergie qui doit passer par là, et parce qu'elle ne peut pas se satisfaire ailleurs. Donc il y a une autre énergie qui est tout aussi sexuelle qui va se satisfaire avec d'autres choses dans la vie, mais il y a une énergie génitale qui doit se satisfaire, non, uniquement par la relation sexuelle, d'accord, par une satisfaction sexuelle. Donc non, la fragilité, non, on va dire que la femme, on va dire que d'une certaine façon, la recommandation à faire avec la femme frigide, c'est qu'elle doit trouver son objet, l'objet qui lui convient, pour apprendre à réveiller sa sexualité. Parce qu'en fait, elle est anesthésiée. La frigidité, c'est une anesthésie de toute sa zone sexuelle. Donc, elle ne sent rien, donc elle fait semblant. Oui, effectivement, ça c'est une capacité de la femme qui donne à l'homme cette... non, elle fait semblant pour permettre donc cette relation sexuelle. Mais en fait, pour faire face à cette frigidité, et quand on veut essayer de la transformer, on va dire, il faut pratiquer. Donc on disait que pendant la période de latence, l'enfant il va apprendre à aimer les personnes qui se sont occupées de lui, d'accord? C'est-à-dire ces personnes qui ont satisfait ses besoins, d'accord? Et qui l'ont aidé donc à tous ceux que lui, il n'était pas capable de faire face dans la vie, non? Et donc lui, il va apprendre à les aimer selon le modèle, non, que il a reçu, donc parce que selon comment lui, il a été aimé. Et donc on voit que, parce qu'on dit aussi que les adultes qui ont des difficultés pour être aimés, c'est parce qu'ils ont eu aussi des difficultés pour aimer leur papa et leur maman. Non, on pense que oui, papa et maman, on les aime, plus ou moins, d'accord? Mais après, on peut dire peut-être que nos professeurs n'étaient pas non plus à la hauteur. Parce que je veux dire que nous devrions tous prendre d'une certaine façon des cours d'amour, apprendre à aimer, parce que c'est quelque chose que les parents n'ont pas appris, donc ils aiment leurs enfants comme ils peuvent. Et donc à partir de là, les enfants ils apprennent selon ce modèle, donc chacun à sa manière, parce que c'est pas qu'on fait exactement comme faisaient papa et maman, sinon qu'on va apprendre à partir de là. Et donc c'est quelque chose où il faut apprendre à aimer, non? Et en fait, il va nous expliquer donc que la mère s'occupe. Quand on voit, il dit, quand on voit, si vous pouvez nous donner une idée sur les différentes expressions des besoins sexuels entre la femme et l'homme, et merci. Je ne sais pas s'ils ont des besoins sexuels, ils vivent la sexualité de façon différente. Ce sont deux sexualités, Myriam, ce sont deux sexualités différentes. D'accord? Et deux sexualités différentes, mais on va dire que chaque personne a une sexualité différente, non? Non, chaque personne a une relation, une sexualité différente. Donc, on doit s'approcher, on va dire, de notre objet d'amour, de notre partenaire sexuel, en sachant que lui, il va vivre l'histoire qu'on va vivre ensemble d'une façon différente, que ce sont deux sexualités qui se rencontrent, deux sexualités qui sont différentes et qui ne sont pas comparables. Donc, en relation, on va dire Myriam, après, ce qu'il faut, c'est que la possibilité d'une conversation, la possibilité de pouvoir parler de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, pour pouvoir s'adapter à ce partenaire sexuel. Quelles seront les conséquences du manque de sexe selon Freud? Alors, il n'y a rien de prévu, Arturo. Il n'y a rien de prévu, sinon que, évidemment, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il faut trouver des substitutifs. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que dans le manque de sexe, il n'y a pas de substitutif. Donc, obligatoirement, parce que le sexe, ce que ça fait, on va dire une bonne relation sexuelle, ça nous ouvre à la vie, ça nous décharge du stress, non, enfin, les trucs que nous savons tous, je veux dire qu'une bonne relation sexuelle, et en plus, on se sent aimé, parce qu'avec une bonne relation sexuelle, il y a un amour. Freud il va dire que l'amour existe pour permettre la reproduction, que l'amour c'est un sentiment animal, directement un sentiment animal qui est nécessaire pour la reproduction. Et parce que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de famille, il n'y aurait pas de production de famille. Donc l'amour c'est un sentiment animal pour permettre la reproduction, d'accord? Mais que pour l'homme comme pour la femme,
se sentir aimé, se sentir désiré. Parce que ce qu'il va nous dire aussi, c'est que, bon, dans un autre texte, ce qu'il va nous dire, c'est que l'homme, il veut que elle le désire. Et elle veut de lui qu'il l'aime. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc chacun réclame son truc et elle ne le désire pas. Désolée, Pélo, elle ne le désire pas ou elle ne le montre pas. Et lui, ben, il a beaucoup de difficultés à l'aimer. D'accord? Parce que chez l'homme, très souvent, ce qui se passe, c'est que sont divisés, sont séparés. C'est-à-dire que la femme qu'il aime, il peut pas la toucher. Par contre, il peut toucher une autre femme qu'il n'aime pas. D'accord? Donc ça, c'est une autre particularité de la sexualité de l'adulte où il a séparé. C'est-à-dire, et donc c'est en relation évidemment à notre sexualité infantile, de la même manière qu'il a séparé cet amour fou qu'il avait pour sa maman, qu'il a dû réprimer et qui s'est transformé en tendresse, cette mère qu'aujourd'hui, donc il aurait bien voulu toucher quand il était tout petit, à l'âge adulte, ça c'est fini, ça c'est quelque chose, sinon il y a les barrages, il y a la loi de l'inceste, ça c'est fini, on ne peut plus la toucher. Donc c'est pour ça que, et en fait chez l'homme, ce qui peut arriver, c'est que en fait il va confondre sa femme avec, surtout quand elle a des enfants, que ça devient une maman. Donc la maman on la touche plus et on va tomber amoureux d'une autre femme, non, d'une autre femme. Enfin on va pas tomber amoureux, on va désirer une autre femme. Donc on aime la mère de nos enfants, mais on désire une autre femme. Non. Donc vous voyez, c'est quelque chose de la sexualité entre un homme et une femme, enfin entre deux personnes, puisqu'on a vu que chaque homme, non, ou chaque femme, nous sommes hommes et femmes. D'accord? Qu'il n'y a personne qui est complètement homme, ni personne qui est complètement femme. Donc nous sommes les deux choses, non? Que cette position de bisexualité va nous permettre d'avoir ces deux fonctions. Donc nous avons une sexualité qui a une possibilité d'être très ample. Quand je dis ample, c'est-à-dire de se manifester, de s'exposer de façon tout à fait variée, et que chez chaque personne, qu'est-ce qui est systématique, Stéphanie? Non, ce n'est pas systématique, c'est courant. C'est courant parce que c'est en relation avec la sexualité infantile. Non, qu'on disait le véritable problème de la situation de l'être humain actuel, c'est qu'il n'a pas bien réprimé sa sexualité infantile, que la sexualité infantile, elle continue à intervenir dans sa vie d'adulte. Donc, et c'est là, et la sexualité infantile, elle avait une manière de se satisfaire que pour l'adulte, il faut qu'il fabrique une autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit s'éloigner de son objet d'amour, qui ne doit pas ressembler à sa maman, ni à son papa. D'accord? Et après, il doit développer pour que l'activité sexuelle soit pour, on va pas dire la reproduction, parce qu'il s'agit pas de faire des enfants, que la sexualité, c'est pas seulement faire des enfants, sinon que arriver jusqu'à la fin de l'acte sexuel pour obtenir l'orgasme. Au Freud, il parle d'un plaisir maximum, non, que le dernier plaisir, le summum du plaisir. Sinon, ce sont des plaisirs. Donc, effectivement, il existe des plaisirs, des satisfactions, de la même façon que l'enfant avait ses satisfactions avec les pulsions partielles. Non? Et donc, il va nous dire que, je crois qu'on en avait déjà parlé, en fait, il dit que ces zones, non, qu'en fait la relation de l'enfant avec ses parents, et elle est une inépuisable source d'excitation sexuelle, de satisfaction des zones érogènes. Il dit parce que en fait la maman, non, il dit la maman, enfin en parlant de la maman, la personne qui s'occupe des enfants, en fait elle dit elle a des sentiments, la maman, non, pour montrer comment la maman va transmettre, non, quand on dit que la maman c'est le professeur pour apprendre à aimer, en fait elle va transmettre à son enfant, non, sa manière d'aimer. Et sa manière, elle dit que ses sentiments, les sentiments de la mère, viennent de sa propre sexualité. Qu'elle le caresse, qu'elle l'embrasse, qu'elle le berce. Et elle dit, quand on voit les mamans avec les enfants, on voit clairement que l'enfant, c'est un objet sexuel pour elle. Non? Et donc, juste après, il nous dit, bon, la maman, elle va être horrifiée parce que je suis en train de dire, en connaissant cette explication, qu'elle a jamais voulu ça. Non, que au contraire, elle a un sentiment tout à fait de tendresse, puisque sa sexualité vis-à-vis de son enfant, que très certainement elle aura aussi, mais qui est réprimée, non?
Et elle dit, non, non, qu'est-ce que vous dites, Freud, ce n'est pas possible, moi, mon enfant, je ne le regarde qu'avec des sentiments de tendresse. Et en fait, lui, il dit que non, que il ne faut pas qu'elle se reproche quoi que ce soit, que ça fait partie du processus d'éducation, que ça fait partie du processus d'apprentissage de l'enfant, qu'il faut que la mère soit là pour réveiller, on va dire, toutes les zones érogènes de l'enfant, pour réveiller toute cette disposition sexuelle. D'accord? Que ce n'est pas quelque chose qui est contre-productif. Alors après, bien dire, il dit que bien sûr, après, quand on a des mamans qui ont un excès de tendresse maternelle qui peut ensuite nuire, que c'est possible qu'ils nuisent qui nuisent l'enfant, puisque en fait, il va y avoir, s'il y a un excès de tendresse, en fait, ça va produire beaucoup d'excitation sexuelle chez l'enfant. Parce que lui, c'est pas de la tendresse, c'est de la sexualité. Donc, et ça va, parce qu'il dit ce qui peut provoquer des problèmes, c'est quand la sexualité elle est réveillée trop tôt. Non? Quand il y a une sexualité, quand on parlait de corruption, c'est quand il y a justement une excitation trop grande pour l'enfant pour pouvoir décharger, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le vivre. Et donc, il dit qu'après, peut-être, ça va lui faire prendre une position, non, une position face à la sexualité. Peut-être qu'il y a des hommes qui renoncent directement à l'amour ou qui se contentent simplement d'une petite partie, non? Ou après, il y a d'autres enfants qui vont justement, non, qui démontrent qu'ils sont complètement insatiables avec leurs demandes, non? Ils réclament de la tendresse de la part de maman, etc. Et il dit que ça, en général, ces enfants qui réclament beaucoup, ça peut montrer des symptômes de leur future nervosité ou de leur future névrose. C'est vrai que c'est un très grand plaisir d'embrasser, de sentir l'odeur, de toucher son enfant, c'est beau. Si, pero c'est William, il dit c'est la maman qui guide tout. Oui, mais attention, William. Après, vous savez, vous avez le guide, mais le touriste qui regarde, il regarde ce qu'il veut. Je veux dire, parce que la maman, elle fait, non, ce qui lui correspond, comme dit Freud, la maman, elle est amoureuse de son petit enfant, d'une certaine façon, non, mais c'est sa fonction. Après, quand il y a des exagérations, l'exagération, c'est-à-dire que quand elle n'a pas d'autre objet d'amour, par exemple, non, quand toute sa sexualité elle est mise sur son petit garçon. Donc là, c'est une exagération. Après, si elle adore, non, embrasser, sentir son petit enfant et tout ça, et puis qu'elle va dormir avec papa, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tout d'un coup, toute la sexualité de la maman est placée sur l'enfant. Donc là, il y a un excès pour l'enfant. D'accord? Là, il y a un excès, non? On lui demande beaucoup. Non? Et donc, il dit que oui, très certainement, ça va réveiller, non, ça va, la prédisposition. Donc, lui, il parle toujours d'une prédisposition. Alors, quand il parle d'une prédisposition, non, il dit à une névrose dans l'avenir, c'est intéressant, c'est très intéressant cette prédisposition parce qu'il dit que ça ne va pas obligatoirement avoir lieu. Que l'adulte peut commencer une vie sexuelle avec les pas à suivre, un développement apparemment normal, mais que face à une frustration, il peut revenir. D'accord? C'est-à-dire que rien n'est jamais gagné. Parce qu'en plus, on ne sait jamais vraiment comment on a vécu son enfance. Ni la mère, comment elle se comportait. Parce que la mère, elle pense que, non, comme Cyrielle, elle pense que, oui, elle adorait embrasser ses enfants. Mais ça, c'est une idée de Cyrielle. On ne sait pas ce que l'enfant a vécu. D'accord? Et en fait, on va jamais le savoir tant que il n'y a pas le symptôme qui apparaît. Quand il y a le symptôme qui apparaît, c'est là, et avec le psychanalyste évidemment, où on peut voir ce qui s'est passé, où on peut voir qu'il y a cette régression. Non, face à la frustration, il y a cette possibilité de régression à un moment, non, à un moment de plaisir. Donc, comme on voyait, les plaisirs préliminaires quand ils sont trop grands, non, quand ils sont trop grands, et il y a ça reste là, donc même chez l'adulte, non, il y a je veux dire quand on parlait de l'exhibitionniste ou du voyeur, et qu'ils en restent là, que ça c'était le summum, donc pour eux, et donc ils ne passent pas au plaisir maximum dont parle Freud, qui est l'orgasme, non. On le voit chez les ados. Qu'est-ce qu'on voit, Stéphanie, chez les ados?
Et donc, il va nous dire qu'effectivement, que les parents qui sont névrosés, ils disposent, d'accord? Donc, ils disposent un chemin pour à léguer à leurs enfants, non? Leur léguer une maladie, donc leur léguer dans le sens où ils leur montrent l'exemple, non? Et ensuite, il va nous parler de l'angoisse infantile, non? De l'angoisse de ces enfants qui ont peur du noir. Et en fait, il va nous expliquer que la peur du noir, en général, la mise à distance. La mise à distance. Attendez, qu'est-ce qu'on parlait? Qu'est-ce qu'on disait? La mise à distance. Non, je comprends plus, je suis perdue. Hmm. Donc, quand il va parler de l'angoisse infantile, il nous raconte d'ailleurs une petite anecdote, un petit enfant qui va raconter à sa tante et qui dit à sa tante, tu peux me parler parce qu'il fait noir, je vois rien. Et quand tu parles, c'est comme s'il y avait de la lumière. Donc en fait, ils vont toujours associer les enfants, non? Et en fait, ils ont peur du noir parce que dans le noir, ils ne voient pas la présence c'est la personne qu'ils aiment pour les câlins. Pour les câlins, la mise à distance des câlins. Oui, mais enfin, vous savez, l'éducation, les enfants, les parents, on doit, à mon avis, on doit vivre ce qu'on doit vivre. Après, il y en a qui vont ne pas avoir de conséquences, il y en a d'autres qui vont avoir des conséquences. Je veux dire, je pense que chacun, la maman comme le papa, ils doivent s'occuper de leur propre vie, d'être heureux dans leur propre vie. Et si ce sont des personnes qui sont heureux dans leur propre vie, obligatoirement, ce qu'ils vont transmettre, ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas tomber dans la névrose, parce que ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, eux, ils auront fait, non? La seule chose qu'on peut demander, je me rappelle du vers de Jacques Prévert, non? On ne devrait être heureux que pour donner l'exemple. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. Après, ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas tomber dans la névrose, mais au moins, on ne va pas tout leur transmettre, nous, en tant qu'adultes, je veux dire les parents, de transmettre toute notre névrose, parce que la névrose, c'est une insatisfaction, c'est une grande insatisfaction. Donc, aller chercher de la satisfaction chez les enfants, ça les détourne de leur développement, non, dans leur développement pour la vie adulte. Pas qu'il y a eu trop dire. On peut dire on peut pas savoir. Parce que ce qu'on voit, nous, en tant qu'adultes, que ça, c'est une mère trop invasive, on ne sait pas ce que c'est une mère trop invasive. D'accord? Sinon qu'on va le voir au niveau de l'adulte. Après, au niveau de l'adulte, on va pouvoir interpréter, non, selon le discours du patient. Donc pas, non, rappelez-vous qu'on avait vu que tout est déterminé par ce que le patient dit, non par ce qu'il a vécu, pas ce qu'il dit de ce qu'il a vécu. D'accord? C'est là d'où, non, parce qu'il va nous raconter de ce qu'il a vécu, et donc à partir de là, oui, effectivement, on peut dire. De toute façon, les mamans, elles sont toujours un peu invasives, non? Elles envahissent, Arturo, en général, la vie des enfants, surtout enfin, je dis pas surtout, je sais pas, mais je veux dire que c'est quelque chose d'assez habituel. En général, les hommes comme les femmes, ils ont une grande quantité d'insatisfaction, donc par rapport à cette insatisfaction, obligatoirement, il y a ça découle chez les enfants. Je veux dire, il y a des marques chez les enfants, mais je pense que c'est pas obligatoirement ça le plus important, non. Sinon, c'est de voir un petit peu, parce que si on pense que les parents sont des modèles, c'est de voir un petit peu comment va vivre mon père, comment va vivre ma mère, quand on voit qu'il y a des parents qui sont travailleurs. Après, vous voyez, il y a des pères qui sont travailleurs, mais qui râlent tout le temps parce qu'ils doivent aller travailler, qui sont jamais contents, ou des choses comme ça. Donc, ça va avoir aussi des conséquences, non? Que ça veut dire, c'est pour ça que quand on dit il faut que les parents soient là, qu'ils soient présents, non, c'est pas une question de présence. Il faut qu'ils soient bien, qu'ils soient contents avec leur vie. Si eux, ils font une sacrifice pour être avec leurs enfants, ça fonctionne pas. Parce qu'en plus, vous savez bien que les relations, quand on parle avec l'autre, c'est pas seulement ce qu'on dit à l'autre, c'est tout ce qu'on ne dit pas et qu'on transmet quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant. Bon, ni avec le mari, ni avec la femme, ni avec les enfants, on ne peut pas faire semblant. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de faire
à ce qu'on pense, non, ce qui convient, après, c'est une autre chose, mais on peut pas s'obliger à faire ce qui convient. Et si on s'oblige, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Des sacrifices. Pouf! Après, on va réclamer le paiement du sacrifice. Regardez le sacrifice que j'ai fait, je veux la même chose de ta part. Vous vous rappelez ces parents qui disaient non, tout ce que j'ai fait pour toi, regarde, j'ai sacrifié ma vie. Bon, alors là, c'est le pire. D'accord? Donc, là, on parle du processus sexuel. D'accord? Donc, le processus sexuel, c'est que les parents, ils doivent avoir leur propre sexualité pour que ça déborde pas chez les enfants. Non? Je voulais dire une mère comme celle que tu as parlé, qui a comme seul objet. Bon, on peut pas prédire, pareil, Arturo. On peut pas prédire. Non? Mais je me rappelle, là, j'ai vu, par exemple, un film, je sais plus de qui c'était, sur la vie de Romain Gary. Non, où tu vois que sur la vie de Romain Gary, où tu vois que lui, il a eu une mère envahissante, bah, il a été capable d'aimer aucune autre femme. D'accord? Il a souffert, il est mort assez jeune et il s'est suicidé, etc. Et bon, heureusement, il a écrit beaucoup de livres. Donc, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Romain Gary, avec tout ce qu'il nous a légué en littérature, mais lui, il n'a pas été heureux dans sa vie. Mais il nous a légué toute une collection de livres, non, avec des super histoires. Donc Arturo, on ne peut pas prédire. Et il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va dire? Que la vie de Romain Gary, non, je veux dire que c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi ce qu'il faut faire, quelle est la vie modèle? Il n'y a pas de vie modèle. Chacun doit, non? On dit que dans l'exemple de vivre, c'est vivre qui est l'exemple. Vivre, notre manière de vivre, ça c'est l'exemple. Après, quand on est des enfants, on a des responsabilités, on peut pas vivre n'importe comment, on peut pas dire, ah, je fais ce que je veux. Enfin, on peut, il y a des gens qui ont fait ça. En plus, en pensant à la mère de Romain Gary, elle pensait qu'elle faisait ce qui était le mieux pour son enfant. Elle adorait son enfant avec un amour excessif et elle pensait que ce qu'elle faisait, c'était le mieux. Heureusement, puisqu'elle l'a fait. Heureusement, en tout cas, elle pensait que c'était le mieux. Non? Que ça veut dire que de toute façon, on n'a pas après à s'occuper, s'auto-reprocher qu'on n'a pas bien fait les choses. Il n'y a personne qui fait bien les choses. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de faire bien ou de faire mal, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais pas pour essayer de nous conditionner en disant je dois faire ça, je dois faire ci, sinon de plutôt prendre conscience de cette sexualité de l'enfant. Que l'enfant, il va grandir obligatoirement avec des troubles. Que ça n'existe pas des enfances toutes droites, sans aucun problème, je veux dire, qui grandit tout à fait normalement. Et puis en plus, quand il est trop normal, ça aussi c'est bizarre. Hein. Non? Que je veux dire, parce que trop normal en relation à quoi? À la lecture que font les parents sur son comportement. Donc je veux dire que là, comment on dit en français, non? Que le grandir pour un enfant, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui, il va passer par beaucoup de déceptions, par beaucoup de frustrations, et obligatoirement qu'il y ait des parents qui se séparent pas, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il va passer par ces frustrations. Donc quand on est capable de vivre, que les parents le vivent comme quelque chose de normal, que l'enfant va passer par, il va trébucher sur la route, obligatoirement. Alors vouloir que son enfant soit parfait, ça c'est un délire complet des parents. Ça n'existe pas. L'enfant, voyez pas tout ce qu'il doit vivre. La jalousie parce qu'il arrive le petit frère, la petite sœur. Ceux qui voient comment les parents sont en relation l'un avec l'autre. Parce qu'après, ce qu'il apprend de l'amour, c'est ce qu'on lui donne, mais après, c'est ce qu'il voit aussi dans la relation de ses parents. Mais ça ne définit rien. On ne peut pas prédire, on peut pas avoir, les parents ne peuvent pas avoir un comportement en disant si je fais ça, ça va provoquer telle chose, si je fais pas ça, ça va provoquer telle autre. Non. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain, on ne peut pas le contrôler. Faut le laisser vivre. Et quand il n'est pas satisfait avec sa propre vie, il faut qu'il aille s'allonger sur un divan et parler avec un psychanalyste. Il faut qu'il utilise, parce que il est possible de vivre une vie agréablement, d'être content avec sa vie, d'être content avec ce qu'on fait, avec ses relations sociales, d'être heureux, de participer à une vie sociale, c'est possible. Sans que la névrose, elle soit là et qu'elle vienne nous empêcher de développer, on va dire, une vie. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur vie bloquée là, bloquée là, bloquée là, bloquée là, et qui vivent très peu, alors que il y a plein de choses. L'être humain, il a la capacité de faire plein de choses. Donc,
quand on voit qu'on a une vie très restreinte, il faut utiliser la psychanalyse, elle est là pour ça. D'accord? On doit utiliser la psychanalyse, sinon pourquoi? C'est simplement pour savoir comment ça fonctionne? Non, c'est un instrument qui existe depuis 120 ans et qui fait du bien à tous les gens qui utilisent l'instrument de psychanalyse. C'est quelque chose qui fait du bien à la vie de tout le monde. D'accord? Pourquoi? Pour s'éloigner un petit peu de notre sexualité infantile. Et donc, s'éloigner de notre sexualité infantile, c'est-à-dire rentrer dans le monde, avoir des relations d'adultes avec les adultes, arrêter de se disputer avec nos frères et sœurs comme si on avait 12 ans, etc. D'accord? Donc, bon, j'ai dépassé le temps habituel. Une petite question, une question. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager dans les réseaux sociaux ce vidéo pour que tout le monde voyez, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir droit, on va dire, à s'intéresser à ça, parce qu'en fait, il parle de nous, la psychanalyse, elle parle de nous, de notre vie quotidienne, que tous les phénomènes psychiques, ce sont des phénomènes de notre vie, non, de notre vie quotidienne. Ils sont là, on les voit. D'accord? Et qu'on peut, même dans le confinement, on peut vivre mieux que ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est pour ça que on recommande la psychanalyse. Donc d'une certaine façon, s'intéresser, déjà prendre conscience que les enfants ont une sexualité, que les petites filles vont tomber amoureuses de leur papa, parce que le papa aussi fait très attention à leur petite fille, plus qu'au petit garçon, que la maman, elle va tomber amoureuse de son petit garçon. Ce sont des choses normales. Donc il faut les laisser vivre. Il n'y a rien à essayer de transformer les enfants tout seuls. On dit que la meilleure manière de faire grandir les enfants, c'est qu'ils s'éduquent entre eux. Les enfants avec les enfants. Les enfants, ce qu'ils doivent faire, c'est apprendre à jouer, apprendre la vie directement, sans avoir des professeurs tout le temps. Mais comment faire pour donner aux enfants des bonnes bases pour qu'ils soient des adultes libres et heureux? Avec l'exemple, Arturo, c'est toi qui dois être heureux. C'est toi qui dois être heureux. Demander que de montrer comment toi, avec tout ce que nous présente la vie, avec toutes les difficultés que nous présente la vie, de voir comment toi tu arrives à faire pour être heureux, à continuer à avoir une relation aimable avec ta femme, à continuer à aimer d'autres personnes, à avoir d'autres relations sociales, à profiter de la vie. C'est ça qu'on doit leur montrer. On doit leur montrer que nous, on est capable d'apprécier la vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir copier. On ne sait pas ce que c'est que des bonnes bases, parce qu'on ne sait pas ce que comment lui, il est en relation actuellement, non, comment l'enfant est en relation actuellement avec sa maman et avec son papa. Énigme. Donc nous ne savons pas, parce qu'après, il y a des décisions aussi qui vont appartenir à l'enfant, ou plutôt à l'adolescent, ou à l'adulte, d'accord? Où on va voir que l'adulte, il va prendre ses décisions. Nous, on est adultes aujourd'hui et on doit prendre nos décisions pour savoir maintenant. Mais les enfants, euh, être heureux, Arturo, être heureux, non? Être dans des adultes libres et heureux. Donc, c'est à voir. Si toi, tu montres l'exemple, c'est le mieux que tu puisses faire. Bon, on n'a pas fini le texte, d'accord? Mais l'idée, c'est que on en finisse là pour aujourd'hui avec ce cours, donc sur la vie sexuelle humaine. Donc, ok, si c'est clair, ça va, Arturo. A por ello, Arturo, a por ello. Et donc, on va interrompre pour l'instant. Donc, moi, je vais continuer avec la lecture de l'interprétation des rêves, avec le cours de l'interprétation des rêves, où il nous reste encore 3 cours. Mais sur le développement donc de la vie sexuelle, on va interrompre pour l'instant. Pas qu'on ait tout vu, d'accord? Parce que la vie sexuelle de l'être humain, c'est toute sa vie, non? Parce que quand Freud dit que la sexualité, c'est tout ce qui touche à l'humain, parce qu'en fait, l'humain, il a appris, il est rentré dans un monde d'êtres humains, et que tous les humains, nous sommes, on va dire, déterminés par notre position sexuelle vis-à-vis de notre complexe d'Oedipe. Je veux dire que ce sont toutes des choses, d'accord, qui sont en relation et avec notre vie et avec tous les verbes que nous pouvons mettre en action dans notre vie quotidienne.
Donc, c'est très important. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, encore une fois, je me trompe pas. Partagez cette vidéo, donc, s'il vous plaît, sur vos réseaux pour que plus de gens aient la possibilité d'écouter, de s'intéresser à leur propre processus, à leur propre, non, à ce qui les concerne. D'accord? Donc, Axel, merci à vous. Donc, bonne continuation. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez laisser, si vous avez des idées pour des prochains cours. D'accord? Moi aussi, je vais chercher. Je vais voir, donc, pour essayer de continuer, donc, un autre cours. Je ne veux pas continuer avec la vie sexuelle directement. Encore que d'une façon indirecte, on va continuer. Bon, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais bien continuer à travailler. Non, sur Freud, il a plusieurs textes pour montrer comment on fait pour choisir notre couple, quelles sont les caractéristiques, que les hommes, ils ont tendance à choisir des femmes comme ci, comme ça, que les femmes, elles ont tendance à choisir des hommes comme ci, comme ça. Donc, il a fait toutes des études pour montrer comment cette sexualité infantile va déterminer aussi, donc, nos amours, nos histoires d'amour. Bon alors, bonne continuation. On continue mardi, donc mardi à 20h avec, donc je crois que c'est l'interruption du rêve, le rêve d'angoisse. D'accord. Alors bonsoir Myriel, Cyrielle, merci de m'accompagner donc dans ce travail réalisé. Donc merci. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées sur de nouveaux sujets. Vous pouvez, merci Pascal, mais vous pouvez donc, à mardi Stéphanie, donc vous pouvez me proposer, on verra bien. Et tiens Olivier, bonsoir Olivier. Donc on continue mardi et que si vous voulez commencer une psychanalyse, que je travaille sur non par Skype, par téléphone, par WhatsApp, je veux dire qu'il y a beaucoup de manières pour commencer une psychanalyse pendant le confinement. Bon allez, bonne soirée, bonne continuation, à très vite et bon confinement. Allez, au revoir.